On a un panel très riche comme le précédent. J'inviterai les membres du panel à venir ici sur la scène. Ils vont intervenir en ordre alphabétique. D'abord Catherine Baudry, ensuite Brian Campbell qui s'est levé, ensuite Pierre-Carl Michaud et puis Harry Vanache, voilà, qui interviendront donc dans l'ordre, voilà, où ils viennent de s'asseoir. Voilà. Alors, panel très riche, je les présenterai un par un, je crois, ou tous maintenant. D'abord, Catherine Baudry, donc de l'École polytechnique, va s'intéresser, sa recherche porte sur l'innovation. Hein, et encore une fois, dans la foulée, l'innovation est certainement un domaine où il y a de grandes imperfections de marché, où l'État intervient de façon notoire, notamment via la propriété intellectuelle. Et puis, bien évidemment, l'innovation, le plus grand vecteur d'innovation, c'est le secteur privé. Donc, interaction évidente entre les deux entités, l'État et le secteur privé. Brian va nous parler des risques tout à l'heure et des interactions, encore une fois, entre l'État et le secteur privé. Je vais vous présenter un tour de rôle peut-être tout à l'heure. D'abord, je vais faire intervenir Catherine, peut-être 5 minutes chacun, et ensuite je les présente un par un. Voilà, donc Catherine d'abord. Oui. Bonjour à tous. Merci Nathalie Marcelin de m'avoir invitée. Ça fait toujours plaisir d'être ici en famille. Donc, je vous ai préparé quelques diapos sur, dans le fond, les obstacles à l'innovation et comment les entreprises réussissent à surmonter ces obstacles-là. Avant de vous présenter les données, il faut d'abord que je vous dise que si vous prenez les données totale de l'enquête sur l'innovation et des stratégies d'affaires. L'enquête que vous avez à StatCan s'appelle SIBS, Survey of Innovation and Business Strategies. Si vous prenez l'ensemble de l'échantillon et que vous essayez d'expliquer qu'est-ce qui fait en sorte que les entreprises ont une plus grande propension à innover ou pas, bien, vous trouvez que les entreprises qui font face à plus d'obstacles sont les plus innovantes. Donc, il faut que vous choisissiez l'échantillon comme étant les entreprises qui ont une capacité d'innovation ou qui veulent innover. Donc, choisir l'échantillon pour obtenir des résultats est une bonne stratégie de départ. Donc, nous, dans cette analyse assez sommaire que je vais vous présenter, on a choisi les entreprises qui ont innové en termes d'innovation de produits et d'innovation de procédés, les entreprises qui ont des stratégies qui visent l'introduction de nouveaux produits ou l'amélioration de nouveaux produits, de nouveaux procédés, d'innovation organisationnelle, de commercialisation, etc. Celles qui investissent en R&D aussi. Donc, on a quand même un échantillon qui est assez large, mais on est confiant qu'on va chercher les entreprises qui ont un potentiel d'innovation. Maintenant, dans l'enquête, vous avez aussi des informations sur les différents types d'obstacles à l'innovation que vous avez listés dans la colonne de gauche et les programmes gouvernementaux qui sont à la disposition des entreprises pour pour les aider à surmonter certains obstacles, mais aussi à recruter du personnel, à avoir un peu plus d'aide à l'exportation, de l'information sur le marché, etc. Donc, vous avez les différents programmes qui sont regroupés dans la colonne de droite. Donc, si vous regardez... vous avez, dans les obstacles à l'innovation, bien évidemment, vous avez les obstacles au financement, qui est assez important pour l'innovation, le manque de compétences, et surtout, ça va faire plaisir à Nathalie, ce qui est le plus important, c'est l'incertitude et les risques. C'est ça qui ressort très, très fort. Sauf qu'à mon avis, c'est très mal défini. Les entreprises vont mettre dans une espèce de grand fourre-tout. Tout ce qui est autre, c'est incertitude, risque, Donc, c'est peut-être pas très, très bien défini ou très bien compris pour les entreprises. En ce qui a trait aux programmes gouvernementaux, les plus importants, évidemment, c'est la formation. Donc, ça fait un peu le lien avec ce que Marcel mentionnait. Je pense qu'il y a un rôle des universités dans tout ce qui est l'éducation tout le long de la vie, ce qu'on appelle le lifelong learning. Peut-être que les universités sont appelées à collaborer beaucoup plus avec l'entreprise privée pour l'éducation qui va durer tout le long de la vie. Évidemment, vous avez les subventions et les crédits d'impôt qui sont très, très importants aussi. Donc, si je peux avoir la prochaine diapo, parce qu'on nous a donné 5 minutes, donc bon.
Maintenant, si on raffine l'analyse, on espèce de faire des croisements entre les entreprises qui font face à certains obstacles et celles qui prennent des mesures pour surmonter ces obstacles-là. Il n'y a pas d'adéquation dans le questionnaire entre les mesures qui sont prises et les programmes gouvernementaux qui sont utilisés. Mais on peut tout de même dire que 50% des entreprises qui ont fait face à des obstacles financiers, donc qui ont pris des mesures pour surmonter ces obstacles-là, il y en a seulement 11% qui ont aussi utilisé des programmes gouvernementaux. Si vous regardez maintenant les entreprises qui ont fait face à des obstacles reliés au manque de compétences, 46% ont pris des mesures pour surmonter ces obstacles-là. Oups, si je peux voir la diapo précédente aussi. Seulement 6% ont utilisé aussi des programmes gouvernementaux en même temps. Et pour l'incertitude et les risques, 33% ont pris des mesures, en fait, c'est des mesures qui ont été un succès, parce que vous avez aussi les mesures qui n'ont pas fonctionné dans le questionnaire. Donc, 33% qui ont pris des mesures réussies pour surmonter les problèmes d'incertitude et de risque, bien, il y en a seulement 4% qui ont pris des mesures réussies et qui ont aussi utilisé des programmes gouvernementaux. Donc, les programmes gouvernementaux et surmonter les obstacles reliés à l'incertitude et au risque sont très, très éloignés l'un de l'autre. Donc, les programmes gouvernementaux n'ont pas l'air à être ni utilisés ni utiles pour surmonter tout ce qui est incertitude, risque. Maintenant, la dernière diapo. Parmi les entreprises qui ont fait face à des obstacles financiers, là, on sépare les entreprises qui sont innovantes de celles qui ne sont pas innovantes. Donc là, on sépare vraiment deux types d'entreprises. Donc, 27% des entreprises innovantes ont utilisé les programmes de formation contre 20% des entreprises non innovantes. Si vous regardez dans les deux colonnes, les chiffres sont sensiblement les mêmes. Donc, peu importe le type d'obstacle, peu importe le programme gouvernemental, quand on regarde à travers tout l'échantillon d'entreprises, c'est très, très similaire ce qu'on obtient. Donc, c'est grosso modo, ce sont largement les mêmes entreprises qui utilisent les programmes gouvernementaux et qui les utilisent tous. Donc, on ne va pas chercher certaines entreprises où certaines entreprises n'ont pas accès, ou c'est trop compliqué d'avoir accès à certains programmes gouvernementaux. Donc, on en échappe une grande partie qui pourrait être aidée et qui pourrait être beaucoup plus innovante. Pour vous donner un exemple, là, je ne sais pas combien j'ai de temps, mais bon, encore une fois, je pourrais parler pendant un bout de temps, là, mais... 1 minute. 1 minute, bon, bien, c'est bien. Donc là, évidemment, ça, c'est des statistiques descriptives. Quand on fait des régressions, puis là, je vous fais grâce à des colonnes de chiffres avec les petites étoiles, là, mais bon, comme j'ai un parterre d'économistes, ça ne vous aurait pas traumatisé. Quand on explique la propension à innover par un modèle endogène, où justement, ce sont les obstacles financiers qui sont la variable endogène, on trouve que ne rien faire quand on fait face à des obstacles, c'est vraiment la pire des stratégies. Il faut essayer quelque chose pour surmonter les obstacles. Ne pas utiliser des programmes gouvernementaux et prendre des mesures qui ne sont pas un succès est un petit peu moins pire, mais pas tellement mieux. Quand on fait face à des obstacles, par exemple, de taille de marché, de manque de compétences, de collaboration, de risques et d'incertitudes, de réglementation. Puis parmi les programmes gouvernementaux qui ont un impact sur la propension à innover, une chose qui est surprenante, et c'est quelque chose qu'on avait discuté énormément quand on a travaillé au rapport du Conseil des académies canadiennes sur la performance en sciences et technologies et en innovation, on s'était dit que le gouvernement avait un rôle important en termes d'approvisionnement. Mais c'est très, très faible. Si vous avez vu les diapos précédentes, il y avait, à l'époque, en 2009-2012, il y avait très peu d'entreprises qui l'utilisaient. Et c'est le seul programme gouvernemental qui n'a pas d'impact sur la propension à innover. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller creuser là-dessus, des effets sectoriels. Donc, on me dit de me taire, donc j'arrête là. Les questions sont bien posées, puis bien appuyées sur une recherche empirique. C'est une des marques de fabrique du Cyrano. J'inviterai maintenant Brian, dont la spécialité, c'est l'économétrie financière. Vous nous parlez du risque. Oui, bonjour.
Je dois aller vite, mais je fais un peu d'histoire. J'ai dirigé le groupe Finance pour longtemps. Et on a commencé il y a longtemps, j'ai commencé avec René Garcia, et c'est tout, le travail était orienté vers le secteur privé, les banques, des choses comme ça. Et on a travaillé dans le contexte de BAL et de régulation et des choses comme ça. À cette époque-là, c'était beaucoup de Garch et Arch, et c'est il y a longtemps. Mais on a eu des succès, surtout en risque opérationnel. J'ai commencé quelque chose avec la Banque nationale et j'ai amené à des projets internationaux. Et on a eu des succès avec State Street à Boston, Fifth Third Bank, Rabobank. Mais une journée, Claude Marmarquette est arrivé et, pour nous donner un projet sur l'économie sociale. Et je n'étais pas trop content avec ça. J'ai préféré travailler avec les banques. Nancy Niemten, c'était une femme différente que M. Vachon, et en tout cas. Mais j'ai commencé, je dois le faire. Et j'ai devenu, à cette époque-là, intéressé dans les problèmes de logement. C'était un aspect du projet avec l'économie sociale. Et on a développé plusieurs projets avec la SHQ en conséquence. Et dans ce cas-là, j'ai trouvé qu'il y a un appétit pour transférer les techniques de finance, surtout en mesure de risque et gestion de risque, dans les questions plus sociales. Et c'est pris une certaine imagination pour le faire. Mais à un moment donné, c'est devenu un pôle de travail pour nous autres. Okay? Et notre image est le transfert des idées et des techniques de finance et des questions sociales. Et je ne suis pas un homme du big picture. Je suis un vrai plombier. Nous sommes plutôt orientés par les problèmes très, très spécifiques. Et c'est la mesure et gestion de risque dans les nouveaux contextes. Et surtout dans notre brand, on fait des simulations stochastiques qui essayaient à capter les politiques sociales et pour faire la mesure des risques avec les politiques précises. Il faut dire que, parce que ce n'est pas mentionné aujourd'hui, que j'étais vraiment bien appuyé par un paquet d'étudiants, okay, de haute gamme, de compétences, maintenant, sont presque tous, j'ai gardé 2 maintenant, mais partaient vraiment des carrières intéressantes, internationales. C'est partie du mandat de Cyrano, je trouve, c'est important. Mais j'ai un budget de 3 pages, et 3 pages, ça veut dire que j'aimerais donner des exemples des projets. Et l'idée ici, c'est de dire c'est quoi la problématique, c'est quoi les outils, et c'est quoi les choses qu'on a livrées. Okay? Et avec logement, on a fait des simulations, on a refait le financement des programmes de axiologie. Et dans ce cas-là, on rolled over bonds dans une manière intéressante, et on a trouvé qu'on peut, ça dépend sur des simulations, des prévisions sur les taux d'intérêt, qu'on peut augmenter l'efficacité du programme SHQ par, supposons, 30% dans certaines circonstances. C'est-à-dire, ça, c'est notre idée, c'était et tout finance, on transfère ça à une problématique sociale. Après ça, on fait des simulations pour évaluer le risque. Les pensions, c'était un autre, je pense, succès. OK, j'ai fait ça avec James McGregor à CHQ le temps, et il travaille avec moi sur des problèmes de logement actuellement. Les pensions, j'ai fait ça pour le ministère des Finances avec Bell. OK? Je fais ça avec Richard Gay et Paul Gauthier, qui est ici, qui est à Montréal maintenant. Et maintenant, on travaille sur l'enjeu de caissement dans le contexte des régimes à contribution déterminée. Décaissement, je pense que ça, c'est le problème du futur. Okay? On arrive, je comprends que c'est mon problème, mais c'est un problème social, et je pense que le passage vers defined benefits versus defined contributions, on pose des problèmes parce que les marchés, on a des règles, je pense que trop sévères dans ce domaine-là. On a donné plus de marge de manœuvre pour planifier la retraite. Il y a un cycle de vie pour les retraités aussi. Et ce n'est pas seulement dans le processus d'accumulation.
avec Benoît Perron et Michel Magnan, on travaillait sur des règles budgétaires. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une question de si les règles budgétaires sont efficaces ou non. On a essayé à modéliser les erreurs dans les comptes du Québec. On a utilisé un factor model, c'était standard en finance. Et après ça, on a simulé dans le contexte de ce factor model plusieurs règles budgétaires, qui est des règles très, très spécifiques avec un horizon, supposons 3 ans, 5 ans, des choses comme ça. Et on peut calculer, comme j'ai écrit ici, le pourcentage des déficits globaux plus large qu'une certaine pourcentage du budget au certain niveau. Ici, j'ai mis 2 milliards. C'était intéressant comme impact. Le quatrième chose, je mets ici, c'est l'allocation de portefeuille sur contrainte de carbone. Et c'était un grand succès. J'ai fait ça avec Gregory Crispin à Desjardins. Et l'idée là, dans un contexte mean variance efficiency, on a imposé une autre contrainte sur le charbon et on a posé la question, c'est quoi l'impact sur l'allocation des portefeuilles actuels à Desjardins si on pose une règle qu'on réduit l'impact charbon par un certain pourcentage. Et à quel moment ce pourcentage devient difficile. Et on a trouvé qu'on peut le réduire à 20%, tout en gardant le niveau de risque et l'allocation de portefeuille, éviter des solutions de coin. C'est un problème difficile. Et je mentionne ici que moi, j'ai fait ça avec Jean-Benoît Fournier et Robert Normand, et avec une compétence extraordinaire d'un étudiant, Ghislain Noubissi. Ça, c'est tout dans le contexte de mesures de risque. Okay? Sur la gestion de risque, c'est une autre affaire. Ça, c'est plus compliqué et c'est plus agressif. Avec la Ville de Montréal, toujours en housing, toujours en housing, on a fait des analyses sur les baux amphithéotiques. C'est-à-dire, c'est un programme qui a été mis en place il y a 50 ans. Le problème avec les problèmes 50 ans après, il y a des difficultés. Et on a proposé une manière de solutionner ça. C'est vite pooling et leverage et c'était intéressant. Le deuxième point, I wish I had this idea, mais c'est une idée de Jacques Bagnier avec Terralis. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on insiste que le gouvernement prend plus de risques pour appuyer des investissements. C'est-à-dire, c'est capital, c'est structured finance, et dans le cas où le gouvernement est responsable pour la première tranche. Okay? Ça veut dire que ça protège les autres investisseurs dans un sens, et ça c'est intéressant parce que c'est peut remplir, surtout en venture capital, les points où il n'y a pas d'investissement. Une autre approche, c'est partage des risques que le gouvernement doit faire, surtout en immobilier. Parce que le problème, si on donne les subventions, on donne l'appui à le secteur privé pour gagner le profit. Je pense que j'ai fait ça avec Derek Ballantyne. C'est la meilleure chose, et de partager le prix, gagner partie du profit et de roll over the profits. Okay? Ça, c'est intéressant. Et finalement, dans le contexte d'innovation, tout le monde est axé sur ces jours-ci sur l'offre d'innovation. Et fine and dandy, comme on dit, on donne l'argent, on donne l'argent, mais c'est la demande qui compte aussi. Si on trouve des choses sans acheteur, on a un problème. Ici, en Europe, une poussée vers la demande en utilisant le budget de l'État, c'est-à-dire une partie du budget dans certains secteurs, suppose en santé, ça doit orienter sur des techniques nouvelles, sur l'innovation. Okay? Ça, c'est les problématiques parce que c'est une question de reformuler les règles d'offre, okay? Tendering process, et ça, c'est compliqué. Et ça arrive avec le point de Marcel. En effet, tous ces problèmes-là entraînent des problèmes majeurs de gouvernance. Okay? On ne fait pas les choses comme ça parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour le gouvernement de gérer qui sont les écoles privées. Et ça, pour moi, c'est la frontière
Okay? Je travaille sur des problèmes comme ça avec Michel Magnan, qui est expert en gouvernance, et pour moi, ces idées sont vraiment intéressantes. De dire que la Ville de Montréal doit mettre le parc dans une boîte et donner ça à des gens pour diriger, ça c'est compliqué. En tout cas, merci. Merci, Brian. Un portefeuille bien rempli, très riche de projets. Hein? Il y en a certains qui vont interpeller le prochain panéliste, hein, Pierre-Carl Michaud, notamment celui qui porte sur les pensions. Pierre-Carl, donc professeur à HEC Montréal. Quand on m'a demandé de venir vous parler du dosage entre l'État et le secteur privé, puis comment ça s'exprimait dans mes recherches, je trouvais que les pensions, l'étude du système de retraite, c'était probablement le meilleur endroit où regarder. Comme Marcel l'a fait, il faut d'abord, quand on s'intéresse au dosage, s'intéresser essentiellement à quel service on essaie de donner. Un système de retraite, à la genèse, hein, c'est un système qui permet de transférer des ressources du moment où on a plus de revenus vers un moment où on en a moins. C'est aussi un outil de partage de risques. Et autant le secteur privé que le secteur public peut offrir ce service-là. L'objectif dans tout ça, pour penser au dosage ou pour structurer le débat, c'est de réfléchir à l'efficacité de ce service-là, c'est-à-dire de quelle manière on peut le faire le plus efficacement possible, le plus équitablement possible, et tout en assurant un certain partage de risques. Et le système canadien, en fait, c'est un exemple au niveau international en termes de dosage qui semble, en tout cas, se révéler, de par ce qu'on entend, comme étant un dosage qui est très bon. Ça surprend parfois certaines personnes. On pense qu'au Canada, le système de retraite, c'est essentiellement public. Dans le remplacement des revenus des gens, de la grande majorité des gens, la portion qui vient du secteur public, oui, elle est importante, mais elle n'est pas aussi importante qu'à d'autres endroits, comme aux États-Unis ou d'autres pays. En fait, le système de retraite canadien fait une grande place au secteur privé, autant au niveau des employeurs, donc qui historiquement offraient des régimes de retraite, mais aussi au niveau des institutions financières qui participent activement au niveau de l'épargne privée des ménages. Donc, le point d'attache vers les recherches dont je voulais vous parler, c'était de réfléchir un petit peu aux défis qui se présentent à nous là, dans une grande transformation qu'on vit à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus du tout la trajectoire, n'auront pas la trajectoire que les générations précédentes ont eue. Le premier fait frappant, c'est de réaliser qu'une personne qui va arriver à l'âge de 50 ans va probablement avoir eu 5 à 7 emplois où elle aura eu un régime d'épargne de retraite, soit de prestations déterminées, de contributions déterminées, va avoir fait beaucoup d'épargne dans le REER, dans le CELI qui n'existait pas à l'époque. Et donc, il va y avoir de plus en plus une complexité à gérer au niveau de l'épargne. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu comment on peut accompagner les gens. Dans un monde parfait où il y a de l'hétérogénéité de préférence et puis les gens sont capables de faire des choix assez optimales, on a la portion partage de risque qui vient de l'État, puis on a la portion individuelle qui reflète un petit peu les préférences. On veut laisser de l'argent à nos enfants ou on veut partir en voyage à la retraite. Donc, dans un monde idéal, tout ça se passe bien, cette transition-là, vers un monde où les gens doivent prendre plus de décisions pour la retraite. Ce qu'on remarque cependant, c'est que quand on regarde à travers différentes études, la compréhension qu'ont les gens, soit de la portion accumulation que de la portion décumulation de l'épargne retraite qui est importante au Canada, on voit qu'il y a des lacunes importantes. Donc, le premier exemple ici que je voulais vous mentionner, en épargner, c'est deux choses. Épargner, c'est le montant qu'on épargne, mais après, on l'épargne dans quoi? On fait quoi avec? Et en fait, au Canada, vous ne le savez peut-être pas, mais 100 milliards par année est épargné soit dans le REER ou dans le CELI. C'est énorme, ça. Si on regarde dans d'autres pays, l'épargne privée en vue de la retraite ou pour d'autres fins, là, il y a des gens qui épargnent dans ces véhicules-là pour d'autres raisons, mais en grande majorité, c'est de la retraite. Donc, il y a 100 milliards chaque année qui s'en vont dans ces produits-là. Et on a fait une expérience auprès de 3000 Québécois et Canadiens, et puis on était capable de leur présenter des situations de choix qui se collaient à leur environnement. Et puis, on se rendait compte que les gens étaient capables d'avoir la bonne réponse aux questions à peu près une fois sur deux. Ce qui n'est pas mieux que de tirer à pile ou face, essentiellement. Donc, c'est épeurant parce qu'on se dit 100 milliards s'en va dans ces choses-là et les impacts sur l'épargne accumulée à la retraite sont énormes. On peut montrer dans des simulations très simples que quelqu'un qui épargne le même montant pour la retraite
peut se retrouver avec le double à la retraite s'il a choisi le bon véhicule. Et tout ça va dépendre de considérations fiscales, de taux effectifs, marginaux d'imposition, qui sont très complexes dans notre système. Donc, on montre dans cette étude-là que l'éducation financière peut être importante. On a fait une expérience où on a été capable de montrer qu'on peut quand même augmenter avec une petite intervention de 30 secondes la qualité des choix que les gens font en matière de choix entre le REER et le CELI. Et donc, ça, c'est encourageant et ça démontre qu'on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, autant au niveau de l'État qu'au niveau... Donc, l'État peut-être simplifier le régime fiscal. Déjà, ça l'aide beaucoup pour que les gens comprennent mieux les TMI et ces éléments-là. Mais de l'autre côté aussi du secteur privé, au niveau des institutions financières, d'accompagner les gens dans ça parce que, essentiellement, si les gens accumulent plus pour la retraite, bien, ça fait plus d'argent à gérer potentiellement pour la décumulation. Donc, ça va de pair, là, essentiellement. Les objectifs peuvent être alignés. L'autre exemple que je voulais montrer rapidement, peut-être passer au prochain transparent, c'est qu'il faut aussi penser à décaisser efficacement, Brian l'a mentionné, de plus en plus les jeunes maintenant, ou les gens de mon âge, quand on va arriver à la retraite, on va avoir des beaux pactoles en termes de régime à contribution déterminée, d'argent accumulé dans les REER, ainsi de suite. Et là, à un moment où malheureusement, puis ça va peut-être choquer les gens qui sont un petit peu plus âgés dans la salle, où nos capacités cognitives diminuent, et ça c'est bien démontré, à 53, on commence assez jeune. Et donc, à ce moment-là, les décisions qu'on doit prendre dans un environnement où on va vivre plus longtemps, un environnement où il y a plusieurs risques, sont très importantes. Puis on montre la connaissance qu'ont les gens de produits qui, théoriquement, peuvent améliorer énormément le bien-être des gens au niveau du décaissement. La connaissance qu'ont les gens est extrêmement faible. 13 % des gens ont une bonne connaissance de ce que c'est une rente viagère, 11 % ce que c'est une assurance soins de longue durée, et un petit peu plus pour les hypothèques inversées, puis ça, c'est à cause de la publicité qui est faite à la télé, mais après ça, quand on va les questionner sur ce que ça veut dire, ils ne comprennent pas vraiment le produit non plus. Très peu de gens en ont. Les intentions sont plus élevées une fois qu'on leur explique qu'est-ce que c'est. Donc là, pour revenir sur le rôle de l'État, le dosage public-privé, je pense qu'on a un grand travail collectif à faire au niveau d'amener davantage d'informations sur la place publique, sur quels sont les risques pour une personne à faible revenu, à haut revenu, d'avoir besoin de soins de longue durée, et ainsi de suite. On manque de données, Claude le mentionnait ce matin, c'est criant à ce niveau-là. Une des raisons pour laquelle les compagnies d'assurance se retirent du marché, par exemple, des soins de longue durée, oui, on cite, il y a un manque d'intérêt, mais en fait, derrière ça, c'est qu'aussi, c'est très difficile de calculer les risques au Canada, d'avoir une bonne mesure des risques. Donc ça, c'est fondamental pour qu'un marché fonctionne bien, pour qu'un système fonctionne bien. Il faut que les gens aient la bonne information, autant du côté de l'offre que du côté de la demande. Donc, je terminerai sur ça. Merci beaucoup. On va passer au dernier panéliste. Il faut se rappeler que le Québec, le Canada sont de petites économies ouvertes, c'est-à-dire que le commerce international occupe une place extrêmement importante et, en quelque sorte, ça fait partie de ce qu'on appelle concurrentiel, hein, ce que Marcel Boyer relevait tout à l'heure, le périmètre du marché, il déborde largement le périmètre des frontières québécoises, si on veut incorporer l'entreprise privée dans la livraison de biens publics. Alors, Harry Vanache, donc, est un expert du commerce international et en particulier des grandes chaînes de valeur globale. Alors, je laisse la parole. Merci. Donc, effectivement, comme Bernard vient d'indiquer, donc, il y a beaucoup d'évidence qu'un facteur important pour la croissance régionale et des pays est le commerce international. Donc, par contre, une chose qui devient de plus en plus claire est que la façon comment les entreprises s'internationalisent maintenant est très différente qu'il y a quelques décennies. Donc, les entreprises, peut-être il y a 30-40 ans, quand ils s'internationalisaient, ils le faisaient pour avoir accès à des consommateurs à l'étranger. Maintenant, quand les entreprises font du commerce international, ils le font pour augmenter leur productivité, avoir accès à des composants qui sont mieux, s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales, réduire les risques, etc., etc. Donc, à cause de ces nouvelles réalités, quand les entreprises parlent avec les personnes en politique publique, ils ont des demandes différentes et donc c'est important de comprendre un peu comment les nouvelles tendances en commerce international ont des implications pour la politique publique. Et donc, sans doute, une place où ça a un rôle très important est dans la politique commerciale. Et donc, on sait bien que maintenant, c'est un enjeu très important
à cause de l'arrivée de président Trump, qui voit donc le commerce international comme un champ de bataille entre les entreprises américaines et les entreprises des autres pays. Et donc pour lui, si une entreprise canadienne gagne, c'est une perte pour les États-Unis. Si une entreprise américaine gagne, c'est une bonne chose pour les États-Unis. Pour les experts du commerce international, par contre, cette vision du commerce international est incorrecte et crée beaucoup de problèmes. Et justement pour le démontrer, dans le prochain acétate, ce que je démontre ici, ce sont des données de l'OCDE. Ce que je démontre ici en rouge est la part des exportations brutes du Canada qui est créée au Canada. Et c'est autour de 80%. Donc, ce que ça veut dire est que pour chaque dollar que le Canada exporte, à peu près 20 cents est donc la valeur des composants qui sont importés des autres pays. Donc, pour nous, pour pouvoir exporter, nous devrions créer des liens importants avec des fournisseurs à l'étranger. Et si on crée des liens avec des fournisseurs qui sont forts, ça augmente notre productivité. Si on crée des liens avec des fournisseurs qui sont moins forts, ça diminue notre productivité. Donc ici, on voit déjà que dans le champ de commerce international, ce n'est pas vraiment toujours un champ de bataille, c'est aussi un champ de collaboration. Ici, je le montre donc si on regarde les liens avec nos fournisseurs, mais on peut aussi regarder où nous envoyons nos exportations. Et donc ici, ce que je démontre en orange est la part de nos exportations brutes qui vont vers les États-Unis. Et on voit que c'est autour de 2/3 de nos exportations qui vont vers les États-Unis en 2015. En bleu, par contre, ce que je démontre est la part de ce que nous créons en valeur ajoutée qui est consommée à l'extérieur du Canada, qui est consommé aux États-Unis. Et on voit dans chaque période que ce pourcentage est entre 6 et 10% de moins. Donc 6 et 10% ne semblent pas très grands, mais si on sait que la part de nos exportations qui vont aux États-Unis, en Chine est autour de 5%, donc on voit que c'est un grand pourcentage. Ce que ça démontre est que beaucoup de ce que nous exportons vers les États-Unis n'est pas vraiment consommé aux États-Unis, mais est intégré dans les exportations américaines qui est consommé ailleurs dans le monde. Donc, de nouveau, quand nous exportons, c'est souvent pour trouver des partenaires entreprises dans les autres pays qui nous aident à avoir accès dans le monde entier. Donc un message important que je veux vous donner, c'est que le commerce international, c'est vraiment la création des collaborations qui nous donnent l'opportunité d'augmenter notre productivité. Donc, quand nous avons fait nos recherches, nous n'avons pas justement regardé les implications pour la politique commerciale, mais aussi pour les grappes industrielles, et on le voit dans la prochaine étape. Donc, les grappes industrielles, c'est une chose qui est devenue très importante au Canada avec les superclusters à Montréal. Il y a beaucoup d'emphase maintenant sur l'intelligence artificielle, mais avant, c'était beaucoup plus sur le secteur aéronautique. Donc, même quand on regarde les grappes industrielles, généralement, on met beaucoup d'emphase à comprendre ce qui se passe à l'intérieur des grappes industrielles et comment ça crée une surperformance. Donc, on regarde comment nous sommes capables à attirer des personnes, comment nous sommes capables à attirer des entreprises et comment nous sommes capables à créer un buzz entre les différentes personnes et entreprises. Donc, pour nous, comme nous sommes intéressés dans les chaînes de valeur mondiale et comme nous savons qu'il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui créent des liens avec des autres grappes industrielles dans les autres pays afin d'avoir accès à des connaissances, nous avons été intéressés à comprendre les liens entre les grappes industrielles. Donc, avec un partenaire, avec un collaborateur, Ekaterina Turkina, qui est aussi un membre de Cyrano, nous avons créé une base de données où nous avons mesuré les liens entre des entreprises à l'interne des grappes industrielles, mais aussi entre les grappes industrielles dans 3 secteurs hautes technologiques, incluant l'aéronautique. Et nous avons essayé de voir comment la structure du réseau dans lequel les grappes industrielles sont intégrées a changé et quelles sont les implications pour la performance des grappes industrielles. Donc, ici, c'est justement un exemple dans le secteur aéronautique où nous voyons que
ce n'est pas très très clair, mais il y a une hiérarchie des différentes grappes. Donc, tout en haut, tu as donc les grappes de Aéro Montréal, donc aussi les grappes de Toulouse et de Boeing, etc. Mais tu as aussi des grappes plus périphériques en bas. Et nous avons regardé un peu les liens entre les différentes grappes qui sont créées, donc les liens verticaux, mais aussi des liens horizontaux. Et nous avons démontré que quand les grappes industrielles commencent à créer plus de liens avec des autres grappes industrielles, que ça affecte l'innovation au sein des grappes industrielles même. Donc, de nouveau, nous démontrons comment les chaînes de valeur mondiales sont importantes pour comprendre effectivement donc, les grappes industrielles. Donc, le dernier message que je veux vous donner dans le dernier acétate, c'est que généralement, quand on pense à des politiques de développement régional, il y a beaucoup d'emphase sur les A et les B des politiques de développement. Donc, créer de l'attractivité, créer le buzz entre les entreprises. Pour nous, ce qui est important est de créer une troisième politique qui est également importante, et celui est donc... Si on pousse encore une fois. Non? OK. Donc, le troisième, c'est la connectivité, donc, qui est aussi très importante. C'est le ABC des politiques de développement régional. Merci. Voilà. Voilà. Bon, merci. Il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais peut-être inviter, si Marcel veut réagir, peut-être à certaines des choses qui ont été dites par le panel. Oui. Mais pas tellement sur les points précis, mais sur le fait qu'en écoutant le panel précédent puis celui-ci, ça me fait penser à une chose, c'est que dans les grands rankings internationaux des universités en termes de performance en recherche économique, Montréal n'est pas très visible dans ces rankings-là. Toulouse est présent, Paris est présent, dans le monde francophone en particulier, Toulouse, Paris, mais Montréal n'a rien à envier à ces institutions. La place de Montréal et du Québec, là, parce que j'inclus Laval, entre autres Sherbrooke là-dedans, mais la place de Montréal en recherche économique, elle est vraiment exceptionnelle. Elle est moins visible que Toronto ou Vancouver, parce qu'à Vancouver, il y a une grande université, il y a un grand groupe qui est le Vancouver School of Economics. Toronto, il y a aussi une grande université, je ne veux pas négliger non plus les autres, là, comme York ou Simon Fraser, mais quand même. Alors qu'à Montréal, c'est plus diversifié. Il y a 6 départements d'économie, il y a plusieurs départements de finances, etc. Puis quand on regroupe ça sous un vocable, là, on le fait à l'occasion de Cyrano, mais ça nous met dans... On a essayé il y a quelques années d'obtenir des institutions qui font ces rankings, de nous classer, mais comme Montréal, plutôt que McGill, Montréal, Laval, y compris Laval, Polytechnique, etc. Mais on n'a pas voulu nous donner ça, parce que... mais tout ce que ça me dit, c'est que l'importance de la recherche qui se fait ici, puis Cyrano a été certainement un élément déclencheur de ça, parce que maintenant, tous les centres de recherche portent le nom CIR, Centre interuniversitaire de recherche, certains ayant des liens avec le secteur privé, d'autres non, mais c'est tous des CIR. Et ça, c'est venu du Cyrano, essentiellement. Et bon, ça, ce que j'entends, là, dans le fond, je me dis, un grand projet qu'il faudrait mettre sur pied, c'est l'intégration de ces départements. Et ne pas continuer à faire cette guerre de clochers dans laquelle on est impliqué maintenant. La concurrence, elle est étrangère. Les économies d'échelle. Marcel rend bien, je pense aussi, ce qui ressortait du panel ici. C'est-à-dire que le Cyrano a déjà 25 ans, mais il y a encore de nombreuses belles années devant lui parce que on voit bien l'agenda de recherche qui existe et qui est florissant et qui est extrêmement pertinent. Je pense qu'il nous reste peu de temps pour terminer. Peut-être, je ne peux pas avoir d'ici 5 minutes. Est-ce qu'il y a un membre du panel qui voudrait peut-être ajouter quelque chose en terminant, peut-être, sur ce qui a été dit? Brian?
OK. Peut-être pour terminer. Voilà. Je pense que c'est l'importance qu'on gagne toujours des projets. Pour moi, c'est comme on dit en anglais, le lifeblood of Cyrano. On doit avoir des projets et pour cette raison, l'appui de finances à Québec, c'est vraiment important. Et c'est vraiment important quand on regarde Cyrano, que je n'ai pas souligné ça, que je suis un homme de transfert. Il y a une différence entre transfert et la recherche pure. C'est vraiment, c'est des choses que j'essaie de souligner, c'est qu'on transfère des techniques et des connaissances d'un domaine à l'autre. Et c'est vraiment difficile d'avoir ça à l'extérieur de Cyrano, parce que la plupart de mon projet, c'est pas publiable dans les revues haut de gamme. Okay? C'est des applications. C'est vraiment important parce que si on donne l'appui aux des gens, des chercheurs qui font le transfert. Merci. Sur cette note, juste pour conclure le bloc, je vais peut-être commettre un petit impair ici, qui était non prévu. J'espère que Marcelin va pas me gronder. Le bloc portait sur les relations entre l'État et le secteur privé. Vous aurez peut-être entendu parler de Aéroport de Paris et du débat qui a eu cours là-bas sur la privatisation de l'Aéroport de Paris. Bon, c'est une thématique qui pourrait éventuellement intéresser le Cyrano, si on était là. Alors, on a le plaisir ici d'avoir, je regarde mon ami Dominique Jacquet, qui est fellow associé ici à Cyrano, mais qui est aussi professeur à l'École des Ponts, à l'INSEAD en France, et professeur associé au Cyrano. Dominique est sur le conseil d'administration d'Aéroport de Paris. Alors, juste un tout petit, je sais pas, juste un tout petit témoignage, Dominique, 30 secondes, pour conclure ce bloc, encore une fois. Alors, je suis... Ça va? Vous entendez? Oui. Non, je ne suis pas au conseil d'administration d'Aéroport de Paris, je suis en face. C'est-à-dire que je fais partie du comité qui fait la régulation économique, et donc je suis contre l'Aéroport de Paris de temps en temps, ce qui est un peu compliqué. Désolé. Et surtout en ce moment, en période de privatisation. Juste deux petits points. On n'a pas de débat en ce moment sur Aéroport de Paris parce que c'est rentré dans le monde politique et qu'on n'a pas un Cyrano en France qui nous permet d'avoir une discussion sur pas simplement les moyens mais les fins, etc., etc. Et on n'est pas... Le débat est parti en vrille, bien évidemment, parce que ceux qui hier avaient fait de la privatisation sont contre la privatisation aujourd'hui, donc c'est fichu d'avance. Donc on ne peut pas avoir un débat intéressant. Et puis juste, je voudrais dire que on parlait d'école d'économie de Toulouse. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Tirole. Et Jean Tirole, quand il a reçu le prix Nobel, il a été invité par le Sénat en France pour venir dire ce qu'on devait faire en France pour améliorer l'économie, etc., etc. Et dans la salle, il y avait 12 sénateurs. Voilà. Donc après, il est venu à l'école des Ponts, parce qu'il avait quand même commencé sa carrière au département d'économie des Ponts. Et là, il y avait toute l'école qui était là, dans l'enthousiasme total et absolu. Mais enfin, avant, dans les décideurs, il y avait 12 sénateurs, ce qui était lamentable. Voilà. Donc merci au Cyrano. Voilà, tout simplement. Voilà. Je voulais vous livrer ce témoignage-là. Il m'en avait fait part pendant la pause, et puis je pense que c'est tout à fait en lien avec la thématique et la contribution du Cyrano, déjà très grande à la société québécoise, et puis éventuellement peut-être à l'étranger. Merci à tous les participants de ce bloc, donc Marcel et tous les panélistes, Catherine, Brian, Pierre-Carl et Harry. Sans transition, on doit passer au bloc suivant.